Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Tout cela est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 26 août 2024, deuxième et dernière partie. Avec comme titres principaux, nous allons parler de l'inquiétude croissante de certains blogueurs russes ainsi que du grand média de propagande Soloviev Live. Attention, c'est un média privé de propagande, il est indépendant du Kremlin, ce n'est pas un média du Kremlin comme le laisse penser LCI, BFN TV et autres organes de presse internationaux occidentaux, pour être très précis. Alors, je rappelle quand même, toujours concernant la presse, je rappelle qu'en Russie, il y a un grand média d'opposition au Kremlin qui s'appelle le Moscow Times, donc un organe de propagande massif occidental au sein de Moscou et qui est un grand média en Russie. Alors, Moscow Times, bien sûr, n'a quand même pas une chaîne de télé, faut pas abuser. Mais ce grand média d'opposition au Kremlin, qui est un organe de propagande occidentale important au sein même de la Russie, est laissé libre de parler, la liberté d'expression. Alors vous allez me dire, c'est l'unique grand média de propagande occidentale en Russie, certes, mais il n'y en a aucun en Europe et en Amérique du Nord. Et oui, et quand je parle de journal d'opposition, je veux dire d'un grand journal qui serait pro-russe ou pro-BRICS, vous m'avez compris, c'est-à-dire anti-Union européenne, anti-États-Unis, ce genre de choses. Cela nous paraît absolument impensable en Occident, alors que normalement on est les chantres de la liberté d'expression. Je ne sais pas, théoriquement, officiellement. Et Vladimir Poutine est un vilain dictateur. Alors comment cela se fait-il qu'il n'existe pas un seul grand média pro-russe, anti-Union européenne, par exemple, anti-États-Unis, dans tout l'Occident? Pas un seul. Posez-vous la question. Et pourtant, cela existe en Russie. Il y a un grand média d'opposition au Kremlin, anti-Russie et pro-occidental. À méditer. Bref, donc on va parler de cette inquiétude croissante. Alors d'où viennent ces inquiétudes? Ah, vient des multiples coups qui ont été faits sur le territoire russe. Alors dernièrement, quelques ponts qui ont été détruits dans l'oblast de Koursk, des dépôts d'essence qui ont été détruits en Russie. Je pense dernièrement au Rostov-on-Don, par exemple, ainsi qu'un ferry qui a été détruit hein, dans l'oblast de Krasnodar en Russie. Donc, le drone qui s'est explosé, le drone ukrainien sur la centrale de Zaporojye. Là, pour le coup, c'est dans l'oblast de Zaporojye, là, sur le front. On a aussi le drone ukrainien qui s'est écrasé sur la centrale nucléaire de Koursk. Et ce qui a amené, grossi le président de la l'AIEA à vouloir aller visiter Koursk. Tous ces faits qui s'accumulent, sans compter qu'en Russie, il y a une frange de la population, mais aussi au sein du gouvernement de Vladimir Poutine, qui voudrait que Vladimir Poutine soit plus dur, qu'il le trouve trop faible. Il y a beaucoup de députés à la Douma qui trouvent Vladimir Poutine trop timide, trop faible, trop raisonnable. Les termes sont très variés. En tous les cas bah, certains sont inquiets. Donc on va étudier ce phénomène bon, qui est minoritaire en Russie, bien évidemment. Mais comme moi, je regarde beaucoup les blogueurs russes et que je regarde les chaînes de télévision russes, je vois que ça apparaît ici ou là. Alors pour l'instant, le phénomène est mineur, mais il est bien là.
Donc on va analyser cela. Alors en Russie, bien entendu, il y a des intellectuels à la télévision qui disent que ces inquiétudes sont surtout faits exprès pour titiller, pour un petit peu forcer la main du gouvernement russe afin qu'il soit plus dur, parce que eux, ils voudraient une véritable guerre contre l'Ukraine. Et oui, parce que je vous rappelle que l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie, et la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Et heureusement, cela ne reste qu'une opération militaire spéciale. Heureusement, parce que sinon, dès le début du conflit, le 24 février 2022, la Russie aurait envoyé tous ses bombardiers, ses chasseurs bombardiers, aurait fait un tapis de bombes, aurait détruit toutes les infrastructures vitales de l'Ukraine en une seule journée, et la guerre aurait été, s'il y avait eu guerre, aurait été terminée, allez, on va dire en quelques jours, et ça en aurait été fini de l'Ukraine. Voilà, alors heureusement, il n'en a jamais été question, hein, juste avant le 24 février 2022, Poutine a fait une grande intervention à la télévision nationale pour dire que les Ukrainiens étaient des frères et donc qu'il ne pouvait pas faire une grande guerre contre l'Ukraine, qu'il allait minimiser les pertes au maximum, encore une fois, parce qu'il considère le peuple ukrainien comme frère. Donc une fois que vous faites ce genre d'intervention télévisée au niveau national, bien entendu, vous n'allez pas bombarder dans ces cas-là, en toute logique, votre propre frère. Donc tout cela est très important à rappeler. Donc on va voir ça en images avec des articles bien entendu. Et autre titre principal, nous allons voir l'adaptation foudroyante sur le terrain militaire côté russe. Donc il s'adapte à très très grande vitesse et de manière très efficace sur le terrain. Nous allons voir de nombreux exemples qui le démontrent. Nous allons aussi parler de l'Allemagne qui confirme la baisse drastique de l'aide à l'Ukraine. Il y a déjà de cela assez longtemps, il y a un moment, je vous avais dit que l'Allemagne allait diviser par deux son aide à l'Ukraine. Eh bien, ça y est, c'est confirmé, c'est le cas. Et quand on parle de baisser drastiquement l'aide à l'Ukraine, c'est surtout financier, mais aussi d'un point de vue donation de matériel militaire. Enfin, nous allons voir le Premier ministre indien Narendra Modi, qui s'était rendu à Varsovie afin de voir le président Duda, le président polonais. Et juste après, il s'est rendu à Kiev voir le président Zelensky pour parler de la paix. Alors on va voir ce qu'il en a résulté de tout cela. Bref, nous allons parler de tout cela. Alors comme d'habitude, c'est une deuxième partie. Donc il n'y aura pas de carte militaire. Voilà. Commençons. Alors, bien entendu, ces inquiétudes ont commencé avec la grande offensive sur Koursk par l'Ukraine le 6 août. Et là, on voit un article, la guerre est de retour en Russie. La Russie voulait nous détruire, mais la guerre est revenue chez elle, a déclaré M. Zelensky à ses compatriotes. Et ça a surpris la Russie. Alors, bien entendu, pourtant, concernant les Russes, ce n'est pas la première fois. Belgorod a été attaqué de manière très importante, bien que pas aussi importante que le 6 août. Belgorod a déjà été attaqué par deux reprises et de manière assez importante. Mais là, Koursk, c'est la grande offensive ukrainienne. Là, de gros moyens ont été mis, vraiment gros moyens. Les deux premières tentatives d'offensive sur Belgorod ont été, d'après Kiev, le fait de Russes pro-ukrainiens. Voilà, voulant libérer la patrie de Russie de Vladimir Poutine. Alors que bon, il y avait des chars Abrams, des véhicules blindés Bradley sur Belgorod. Mais bon, on disait que c'était des militants russes qui étaient venus en Ukraine, qui ont eu par magie plusieurs tanks Abrams américains, qui ont eu par magie des véhicules blindés Bradley et qui ont été armés avec des systèmes antiaériens
tout seuls, comme ça, ils se sont débrouillés tout seuls, et ils ont attaqué Belgorod à 2 reprises. Voilà, bon, bien entendu, c'était Kiev et Washington, c'est un secret de polichinelle, bon, sauf que là, cette grande offensive est annoncée comme vraiment venant de Kiev, même si Zelensky a été silencieux un long moment avant d'avouer que c'était l'armée ukrainienne qui envahissait l'oblast de Kursk. Bien évidemment, puisque c'est complètement illégal et c'est vu comme une invasion terroriste sur le plan de la juridiction internationale. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune cible militaire visée, uniquement des cibles civiles. Voilà. Et sur le plan international, la Russie, comme je l'ai déjà dit en introduction, n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Et l'Ukraine n'est pas en guerre contre la Russie. Donc l'Ukraine n'a pas cette liberté, on va dire, officielle sur le terrain de l'ONU que si elle était vraiment en guerre avec la Russie. Si l'Ukraine avait été réellement en guerre avec la Russie, évidemment, cela aurait été un tout autre cadre juridique. Mais ce n'est pas le cas. Ici, un article du Monde du 11 août 2024 qui nous dit « L'incendie de la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijie est désormais complètement éteint. La Russie et l'Ukraine ont déclaré qu'aucun pic de radiation n'avait été détecté autour de la centrale qui est sous le contrôle des forces russes depuis les premiers jours de son offensive militaire à grande échelle. » Donc là, on nous dit la responsabilité de l'incident étant partagée entre Kiev et Moscou, l'incendie est désormais complètement éteint, a déclaré lundi 12 août un responsable installé à Moscou. À la suite du bombardement de la ville d'Energodar par les forces armées ukrainiennes, un incendie s'est déclaré dans un système de refroidissement de la centrale nucléaire. Ça, c'est ce que Moscou déclare. Zelensky déclare sur les réseaux sociaux que les occupants russes ont déclenché un incendie dans la centrale. Voilà, c'est les Russes qui se sont auto-sabotés pour des raisons bien sûr médiatiques d'après Kiev. Je rappelle aussi que d'après l'AIEA, la centrale nucléaire de Zaporijie l'année dernière a été bombardée par des obus d'artillerie, des missiles ainsi que des drones pendant plus de 8 mois. Voilà, et ça c'est Grossi, le président de l'AIEA, qui disait ça l'année dernière, pendant plus de 8 mois. Et il n'a jamais dit, bien entendu, d'où venaient ces obus d'artillerie, ces drones et ces missiles qui étaient lancés sur la centrale nucléaire de Zaporijie. Voilà, je tenais à signaler ou à rappeler ces faits-là. Et je tiens à rappeler aussi que l'AIEA a été créée par l'Occident, c'est une entité purement occidentale. Donc vous vous doutez bien que si l'AIEA avait une quelconque preuve comme quoi les Russes s'auto-détruiraient, c'est-à-dire prennent la centrale nucléaire, la veulent pour eux, mais veulent en même temps la détruire, bref, d'une quelconque manière, vous doutez bien que l'AIEA qui est en permanence sur place à Zaporijie, je le rappelle, hein, depuis le début, s'ils avaient une quelconque preuve, vous doutez bien qu'ils se feraient un plaisir de dénoncer les Russes en grande pompe en disant bah regardez, effectivement on a la preuve, ce sont les Russes, bien évidemment. Ce n'est pas fini, après le 11 août avec cette attaque de drone sur la base d'une tour de refroidissement qui a créé un incendie, on a au 17 août les Nations Unies qui disent la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijie se détériore après l'explosion d'un drone à proximité. Donc double attaque. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijie en Ukraine se détériore après une frappe de drone qui a touché la route près du périmètre du site, a déclaré le directeur de l'AIEA. Donc ça c'était au 17 août, 6 jours plus tard donc. L'équipe de l'AIEA s'est immédiatement rendue sur place et a signalé que les dégâts semblaient avoir été causés par un drone équipé d'une charge explosive. Bien qu'aucune victime ni impact sur le matériel n'ait été signalé, la route entre les deux portes principales nucléaires de la centrale nucléaire a été impactée. Donc vous voyez, et là on n'a pas entendu Zelensky dire que c'était les Russes qui ont fait ça. Et là c'est les Nations Unies. Alors évidemment ça inquiète tout le monde,
puisque la centrale nucléaire de Zaporojye est la plus grosse d'Europe. Et ça inquiète les Russes, principalement du Donbass, qui habitent juste à côté de cette centrale. Et normalement, ça devrait inquiéter les Ukrainiens. Sauf que les Ukrainiens côté ouest, c'est-à-dire côté Kiev, on ne les entend pas se plaindre du fait que la centrale nucléaire soit touchée par ces impacts. On les entend jamais s'en plaindre, étonnamment. Et pour finir sur ce sujet, je tiens à signaler que le représentant russe permanent aux Nations Unies demande depuis plus d'un an et demi à l'AIEA de se prononcer sur la source des envois d'obus, d'artillerie, de missiles sur Zaporojye, que l'AIEA se prononce. Or, l'AIEA se refuse en permanence à se prononcer sur qui attaque la centrale de Zaporojye. Donc, au vu de ce que je vous ai dit précédemment, réfléchissez sur le fait que l'AIEA se taise, refuse obstinément et absolument de dire qui attaque la centrale de Zaporojye. Demandez-vous pourquoi. Ça vous rappelle pas l'explosion des Nord Stream où la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne se tait et ne veulent pas dire qui a fait exploser les Nord Stream? C'est exactement la même chose. Parce que si on désignait les coupables de manière officielle, ça ferait un remous international absolument gigantesque. Et bien entendu, le monde occidental ne peut surtout pas se permettre cela, même si c'est une évidence aux yeux de presque tout le monde. Alors ensuite, on a un article de Reuters qui nous dit grossi, de l'AIEA va visiter la centrale nucléaire de Koursk après une attaque de drone. Alors bien évidemment, l'AIEA ni Reuters ne dit d'où vient le drone, même si c'est encore une fois un secret de polichinelle. On sait très bien que c'est l'Ukraine qui a lancé un drone sur la centrale nucléaire de Koursk. Mais bon, en tous les cas, ça a inquiété Grossi qui va se déplacer dans la centrale nucléaire de Koursk. Donc là, encore un élément d'inquiétude pour les Russes. Alors maintenant, on va parler des frappes en Russie, de ce que j'appellerais des frappes légitimes de Kiev en Russie, c'est-à-dire des cibles apparentées à des cibles militaires. Donc au 9 août, on a l'Ukraine affirme avoir attaqué une base aérienne militaire dans la région de Lipetsk. Voilà, on commence par ça. Ensuite, on a NBC News qui nous dit une vidéo montre une attaque de drone ukrainien contre une base aérienne russe. Une source de sécurité ukrainienne a déclaré à NBC News que le pays avait attaqué la base aérienne de Marinovka, dans le sud de la Russie, ciblant des entrepôts stockant des armes anti-chars et du carburant. Donc voilà, donc tout ça participe aux inquiétudes de certains Russes, de certains blogueurs russes. Alors, autre fait qui peut inquiéter les blogueurs russes, c'est les images que vous allez voir. Vous allez voir les attaques des 3 ponts de Siem, ainsi que des attaques ukrainiennes sur les pontons russes. Regardons cela. Donc là, c'est sur un pont russe. Donc vous l'avez, il a été endommagé et non pas détruit. Là, un autre véritable pont qui a été endommagé par un attaque MS à sous-munitions. Il n'a pas été détruit. Alors les Russes ont dit qu'il y en a un qui a été détruit sur les 3, 2 endommagés et un complètement détruit. Là, toujours attaque MS sur un véritable pont. Et là, vous voyez un ponton russe qui est attaqué par un attaque MS à sous-munitions. Et comme vous pouvez le voir, ça endommage, mais ça détruit en aucun cas le ponton. Voilà. Bon là, ça n'a rien à voir. Là, c'est un drone qui attaque un camion russe. Là, c'est un drone qui attaque un camion qui met en place un ponton. Là, on en revient sur les mêmes images. Bref, tout ça participe à l'inquiétude de certains blogueurs russes, bien entendu. Alors là, je vais vous montrer une carte qui vient de l'Hindustan Times,
du 21 août qui est très bien faite. Alors l'article est assez long, mais les analystes indiens ont fait quelque chose de pas mal. Donc ils ont mis les forces les plus faibles ukrainiennes ici, en gris, et les plus denses ici en vert. Donc c'est pour ça que sur ma carte militaire, je m'en étais inspiré. Donc ça date du 21 août. Et je m'en étais inspiré, c'est pour ça que j'avais fait des pointillés rouges comme ça. Donc je m'étais inspiré des analystes journalistiques indiens, on va dire. Donc, et là, vous voyez les trois ponts. Les trois ponts, alors d'après ce que j'ai compris, il y en aurait un qui ne serait pas encore complètement détruit. D'après ce que j'ai compris, mais évidemment, les informations évoluent dans le temps. Ça, c'était au 21 août, ce que vous voyez là. Donc, vous voyez que les trois ponts sont à l'extrême ouest de l'oblast de Kursk. Évidemment, ça n'empêche pas... alors là, la rivière Siem, elle est là. Ça n'empêche pas les Russes, évidemment, d'alimenter Kursk pour toute cette zone. Et toute la zone ici, ils mettent des pontons et ils alimentent les soldats ici par des hélicoptères de transport. Donc pontons, hélicoptères de transport. Et évidemment, plus au nord, des soldats de la Russie qui descendent, qui viennent de Moscou ou d'autres régions qui sont obligés de contourner pour éviter les missiles ukrainiens. Et justement, là on va parler des missiles ukrainiens, puisque je vous avais parlé des attaques MS qui normalement devraient être interdits et qui apparemment étaient utilisés comme on a pu le voir dans les vidéos. Alors là, cet article d'Al Jazeera est extrêmement intéressant puisqu'il y a une pépite à l'intérieur de cet article. Là, c'est sur les armes de l'OTAN utilisées lors de l'incursion en Russie. Donc là, on nous dit déjà lundi, un enquêteur militaire russe a déclaré que l'Ukraine avait complètement détruit l'un des trois ponts de Siem, endommageant les deux autres. Les États-Unis n'ont pas fait de commentaires sur l'utilisation de leurs armes. Voilà. Bon, attention, là l'article date du 23 août. L'enquêteur, lui, c'était au 21 août. Voilà. Donc à ce moment-là, il y avait qu'un pont sur trois, deux complètement détruits. Et là, qu'est-ce qu'on regarde ici? Eh bien là, on a un tweet qui nous est donné par Al Jazeera, et ce tweet vient de l'armée ukrainienne, donc c'est un compte officiel de l'armée ukrainienne, et là, il nous avoue candidement que les lanceurs HIMARS M142 qui envoient des roquettes, normalement, par exemple là des GMLRS, c'est pas des missiles, hein, c'est des roquettes, ainsi que d'autres types de roquettes qu'on appelle MLRS, ça c'est des roquettes améliorées, les GMLRS, bref, mais qui envoient aussi des attaques MS à sous-munitions. Et là c'est carrément dit, c'est carrément précisé sur les pontons russes dans la région de Kursk. Et il vous montre une vidéo, cerise sur le gâteau. Donc là, c'est quand même très très fort de la part de l'armée ukrainienne. À mon avis, c'est une information accidentelle qui n'aurait pas dû paraître. Parce que le fait qu'ils utilisent des attaques MS, c'est très problématique, vu que les États-Unis leur ont interdit d'utiliser des attaques MS en territoire russe. En effet, les attaques MS, pour Washington, hein, puisque Washington avait explicitement dit à l'Ukraine qu'il ne devait pas utiliser les attaques MS en territoire russe, excepté pour la Crimée et le pont de Kerch. Voilà, ça c'est la petite info, le petit scoop du jour. Alors vous vous doutez bien que cette information qui a été révélée sur Twitter et reprise par Al Jazeera est très grave pour les États-Unis. Est-ce que, dans le sens, est-ce que le Pentagone était au courant d'utilisation des attaques MS ou non, etc. Moi, je pense que oui. Hein, le coup de dire à l'Ukraine, bon, vous avez interdiction d'utiliser des attaques MS, mais bon, quand l'Ukraine utilise les attaques MS en Russie, tout le monde fait la sourde d'oreille, et ça inclut la Russie. Hein. J'ai noté que la Russie n'avait pas encore relevé ce fait. Voilà, la Russie n'a pas encore relevé ce fait.
peut-être pour des raisons diplomatiques, même certainement. Voilà, et je clôt le sujet de l'attaque des ponts. Alors là, Simplicus the Thinker, une de mes sources, me dit « Cela a eu un certain effet sur la société russe, de nombreux médias critiquant désormais le gouvernement pour son approche laxiste de la guerre. Le politologue professeur Evasiev a illustré cela dans Soloviev Live, le fameux média de propagande, avec sa polémique enflammée contre les élites russes. » Donc là, on va regarder donc, ce professeur, je vais vous traduire vite fait ce qu'il y a marqué ici en anglais, ce qu'il dit, écoutons-le très vite et je vous traduis en même temps. Donc là, il nous dit, notre gouvernement ce printemps a eu un grand crédit par rapport au peuple russe. Le peuple russe a donné toute sa confiance au gouvernement russe, mais cette confiance n'est pas inépuisable, elle n'est pas éternelle ou intouchable. Donc attention à ce que cette confiance ne soit pas érodée dans le temps. Donc lui, il prévient le gouvernement russe qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà, donc tout ça participe bien entendu à l'inquiétude d'une certaine population russe, mais aussi de certains blogueurs russes. Alors là, un autre exemple de ma même source, là, c'est ce qu'a déclaré l'expert militaire russe Shoulugin, qui a appelé à passer enfin du format opération militaire spéciale à une guerre à grande échelle. La guerre est la guerre, soit on fait la guerre, soit on se rend. L'ennemi est sur notre territoire depuis 2 semaines. Télévision d'État. L'expert militaire russe Vladislav Shoulygin fait pression pour que la Russie passe d'une opération militaire spéciale à une guerre à grande échelle à la lumière de la récente invasion de la région de Kursk par l'Ukraine. On va l'entendre quelques secondes. Эксперт, что на войне как на войне. Если вы решили воевать, то воюйте. Если вы решили сдаться, то сдавайтесь. Ну, так в мире принято. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже 2 недели, а мы слышали обещания. Donc voilà, tout ça, là, ça a passé à la télévision russe, ça a été reposté par aussi Cossack, qui est connu en Russie, c'est un grand blogueur russe, sur X. Donc vous voyez, tout cela participe aux inquiétudes d'une certaine population russe et de certains blogueurs russes, bien évidemment. Alors ce n'est pas fini, au cours du mois dernier, l'Ukraine a gravement endommagé au moins 3 aérodromes russes, Lipetsk, Morozovsk et la base de Malinovka, à Volgograd, hier encore. Il y a eu aussi les attaques contre les nouveaux terminaux pétroliers, comme celui de Rostov, sur le Don, il y a quelques jours. Voilà. Et c'est un exemple particulièrement grave. Ça, c'est d'après Simplicus the Thinker. Donc là, vous voyez la raffinerie de pétrole. Et là, vous voyez après les dégâts qui ont été faits. Là, la Russie essaye de mettre des filets anti-drones, mais on ne connaît pas encore leur efficacité. Et enfin, le dernier événement du 23 août 2024, c'est un ferry de transport pétrolier qui a été détruit. Donc là, vous le voyez au 13 juin, au port de Kafkaz, et là, vous voyez la destruction d'un ferry de transport pétrolier au 23 août. Donc là, j'ai fini. Pour tous les événements répertoriés, il y en a eu pas mal, et tout ça a fait augmenter les inquiétudes de certains en Russie, bien évidemment. Cela dit, maintenant, on va parler des choses qui pourraient les rassurer. Alors là, nous voyons dans les derniers événements, à ma connaissance, c'est que ça y est, les Russes ont pris pied dans la ville de Toretsk. Donc tout cela est très inquiétant pour l'Ukraine. Ils pensaient qu'ils avaient un petit peu plus de temps concernant Toretsk, mais malheureusement les Russes ont pris pied déjà au nord-est et au sud-est, comme on peut le voir ici. Alors là, un article de Military Watch Magazine qui nous dit « Des images montrent un char ukrainien Abrams blindé détruit par les forces russes à Kursk ».
De nouvelles images diffusées dans la région russe de Kursk ont confirmé la destruction d'un autre char de combat principal M1A1 Abrams déployé par l'armée ukrainienne. Le char avait vu son blindage considérablement amélioré depuis sa livraison à l'Ukraine fin 2023, notamment grâce à l'ajout d'un blindage réactif explosif Contact 1. L'industrie ukrainienne ayant déployé des efforts considérables pour augmenter la protection des véhicules, en particulier après avoir subi de lourdes pertes lors de leur premier engagement avec les forces russes en février-avril 2024. Cette dernière perte porte le total des pertes de chars M1 Abrams en Ukraine à près de 20 sur seulement 31 véhicules livrés. Donc 20 chars Abrams M1A1 détruits sur les 31 livrés. Toutes les pertes ayant eu lieu au cours des 6 derniers mois. Donc là, vous voyez le blindage considérable qui a été ajouté sur les M1A1 Abrams parce qu'ils étaient tellement fragiles, tellement vulnérables qu'ils ont dû ajouter tout ça en blindage. Dont, comme il est dit ici, un blindage réactif explosif Contact 1. C'est toutes les plaques que vous voyez là. Alors évidemment, ça coûte cher de reblinder un char comme ça. Mais donc vous voyez, là, les blogueurs russes peuvent avoir à nouveau le sourire. Alors là, on a Sierski qui a publié une analyse intéressante des destructions de tous les missiles russes par l'Ukraine depuis le début du conflit. Donc ça, c'est le tableau que Sierski a rendu public. Voilà. Comme ça, vous pouvez le voir. Alors, c'est absolument étonnant. Pourquoi fait-il ça, Sierski? Je comprends pas bien. Bref. Et là, que lit-on? Statistiques des frappes de missiles des forces armées russes sur le territoire ukrainien d'après la diapositive de Sierski. Donc, c'est le total depuis le 24 février 2022. La Russie a utilisé 9627 missiles. Et sur ces 9627, 2857 auraient été abattus, d'après Sierski. Ce qui fait une efficacité de 30%. 30%. Alors moi je comprends pas, parce que depuis 2 ans et demi qu'on suit cette guerre, eh bien pendant au moins 1 an et demi, on nous sortait que les Ukrainiens arrêtaient 95%, ensuite 90%, 80% des missiles russes, donc je ne comprends pas. Nous aurait-on menti pendant tout ce temps? Là, on a Sierski, et attention, ça c'est Sierski qui lance ça, qui dit ça. On peut penser quand même que c'est une propagande. Ça veut dire que tous ces missiles-là qui ont été envoyés par la Russie, là, lui, on lui fait confiance. Lui, il dit 30% ont été arrêtés. C'est Sierski qui le dit. Mais bon, Sierski, c'est le chef d'état-major ukrainien. S'il publie ça publiquement, on pourrait penser que c'est de la propagande. Et qu'en réalité, peut-être que les Ukrainiens en ont arrêté peut-être que 15%, 10%. On ne sait pas. Là, faut le croire sur parole, en admettant qu'il soit parfaitement sincère, parfaitement honnête, et qui nous donne des chiffres parfaitement exacts. Vous pensez, connaissant l'Ukraine, surtout pour ceux qui me suivent depuis 2 ans et demi, vous pensez que l'Ukraine est complètement honnête quand elle publie des chiffres comme ça à l'international, et en plus publiés par Sierski lui-même? Donc moi, je suis persuadé qu'en réalité, l'Ukraine a arrêté bien moins de 30% des, en gros, 10 000 missiles envoyés par la Russie, et qu'en réalité, ce n'est pas 30%, mais peut-être 15, 10%, on ne sait pas. Mais vous voyez où je veux en venir. Bref, en admettant que l'on croit les chiffres de Sierski, c'est-à-dire que 30% des missiles russes ont été arrêtés, bah alors les 70%, qu'ont-ils fait en Ukraine? Ils ont dû faire des dégâts absolument considérables, parce que, bon, bah, dans les médias occidentaux, on nous disait qu'ils arrêtaient, et ça a duré au moins pendant 1 an et demi,
ils arrêtaient 90%, 80% des missiles russes. On avait ce genre de chiffres, hein. Et bon, après, les chiffres ont diminué après 2 ans de guerre. Mais pendant 1 an et demi, presque 2 ans, on avait ce genre de chiffres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que en réalité, l'état de destruction de l'Ukraine est beaucoup plus considérable qu'on ne le pense. Voilà la conclusion à laquelle il faut s'arrêter. Je n'en vois pas d'autre. Et encore une fois, je le répète une dernière fois, le coût des 30%, étant donné que c'est donné par Sierski au grand public, moi, à mon avis, ça veut dire que le chiffre est considérablement plus bas, mais ça ne reste que mon opinion. Concernant l'adaptation foudroyante sur le terrain militaire et plus exactement sur le front, on va commencer avec un article de France Info qui nous dit « Guerre en Ukraine, mines, tranchées, chars, bunkers, la contre-offensive de Kiev à la peine face à la ligne Soulovikine ». Alors la ligne Soulovikine est devenue extrêmement célèbre. Donc n'oublions pas que les analystes occidentaux disaient que c'était la ligne de défense la plus complexe jamais faite en véritable guerre. C'était à souligner, donc considéré par beaucoup comme infranchissable. Donc là, on commence avec les lignes de Soulovikine. Ensuite, on a Forbes qui nous dit « La Russie lance de nouveaux drones contre l'offensive de Kursk ». L'Ukraine a réussi son avancée dans Kursk grâce à une guerre électronique éclair qui a aveuglé les drones de reconnaissance russes et fait tomber leurs drones de reconnaissance dans le ciel. Aujourd'hui, la Russie contre-attaque avec de nouveaux drones guidés par fibre optique, immunisés contre le brouillage radio. C'est la première fois que de telles armes sont utilisées au combat. Là, un article de Ouest France, guerre en Ukraine, 3 choses à savoir sur les drones Lancet 3 de la Russie. Le drone Lancet 3 est devenu au fil de la guerre en Ukraine un atout notable de l'armée russe, utilisé par Moscou sur le terrain contre certains canons fournis par l'Occident. Cette munition présente l'avantage d'être rustique et peu coûteuse. Voilà 3 choses à savoir sur ce drone explosif. Bon, on ne va pas faire tout l'article. Le Lancet 3 est tellement connu, je vous en ai parlé tellement de fois. Donc très efficace, surtout contre les véhicules blindés et les chars. Alors évidemment, ça peut être pour tout un tas d'autres choses, mais c'est surtout pour ça que le Lancet 3 est connu. Alors, pour les drones kamikazes, suicides, n'oubliez pas, au début de la guerre, c'était surtout les Ukrainiens qui avaient l'avantage. Et très vite, les Russes se sont adaptés et c'est eux qui ont eu là un avantage maintenant énorme quant aux drones, n'importe quel type de drone. Donc ça, c'est une adaptation très importante. Toujours sur les drones, on a le Figaro International qui nous dit le drone Shahed 136, précieux soutien de l'Iran à la Russie. Et ça, c'était, on va dire, 7-8 mois après le début de la guerre. Donc très vite, les Russes se sont adaptés. Et avant de lancer le Lancet 3, ils avaient le Shahed 136 qui est appelé Géranium 2 en français en Russie et qui est appelé en russe Geran 2, Géranium 2 donc. Et donc le Shahed est un drone qui a été très précieux et qui l'est toujours pour les Russes. N'oublions pas qu'un Shahed peut atteindre une distance de 2500 km. Donc voilà, donc là concernant les drones, les Russes se sont très vite adaptés, là en faisant appel à l'Iran. Ici un article du New York Times, moto et chaos dans l'est de l'Ukraine. Dans la dernière tactique d'assaut des tranchées, les Russes utilisent des motos et des buggy pour traverser les espaces ouverts à toute vitesse, souvent sous une pluie de coups de feu. Donc ça a donné un grand avantage tactique sur le terrain militaire. Ça leur a permis d'avoir moins de destruction de véhicules blindés et surtout moins de morts d'hommes quand ils devaient prendre un village ou une petite ville. Donc ça, c'est un changement tactique important et là, pour le coup, qui n'est pas une innovation technique. Donc là, on voit guerre en Ukraine, le char tortue, ce mystérieux blindé russe surgit du néant dans l'enfer de Donetsk.
Alors le char Tortue, quand il est sorti sur le terrain militaire, sur le front, les experts occidentaux l'ont beaucoup raillé et méprisé. On s'est beaucoup moqué des Russes quand il y a eu les chars Tortues. Par contre, quand ils ont montré leur efficacité, là, on se moquait beaucoup moins. Et quand en plus les Russes, les mois passants, l'ont amélioré afin que la tourelle puisse tourner à 360 degrés, alors là, ça devenait vraiment pas drôle du tout pour nos experts occidentaux. Parce que évidemment, cela a montré l'efficacité sur le terrain en guerre réelle. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et d'ailleurs, on l'a vu dans cette vidéo, on voit un char Abrams qui est doté d'une cage, voilà, de protection anti-drone. Voilà. Je rappelle aussi que les Israéliens, sur certains de leurs chars, utilisent aussi une cage de protection anti-drone. Donc, vous voyez, on méprise, on se moque, et après, on voit l'efficacité sur le terrain. Et à mon avis, maintenant, beaucoup de pays dans le monde vont utiliser ces cages anti-drone. Alors, pas forcément comme ça, pas forcément les tanks tortues, mais tout du moins les cages anti-drone, donc qui ont été utilisées pour la première fois sur un terrain militaire réel avec une efficacité réelle. Ensuite, on a un article des Échos qui nous dit guerre en Ukraine. Les bombes planantes, nouvelle pièce maîtresse de l'arsenal russe. Alors que l'Ukraine fait face à une pénurie de munitions depuis plusieurs mois, civils et soldats doivent désormais composer avec la menace des bombes aériennes russes, particulièrement dévastatrices. Alors je vous rappelle qu'ils en ont de plusieurs types. Les Fab 250, c'est-à-dire de 250 kg, les Fab 500, les Fab 1500 et dernièrement les Fab 3000 qui sont absolument redoutables. Alors je vous rappelle que ces bombes planantes, suivant leur taille, peuvent être larguées par rapport au point de largage à 50 km et jusqu'à 70 km au maximum. 70 km, c'est pour les bombes de 250 à 500 kg. Voilà. Au-delà, c'est maximum 50 km. Hein. Voilà. Donc c'était à rappeler et c'est une innovation pourtant assez rustique qui ne demande pas une grande technologie mais qui a révélé toute son efficacité sur le terrain militaire. Alors voici une innovation technologique très importante, c'est une machine qui permet de faire des tranchées de manière extrêmement rapide. À ma connaissance, seuls les Russes ont ce type d'engin, ce qui leur a permis de construire les lignes de Sourovikine aussi rapidement. Donc je vous laisse voir cela. Voilà, donc c'est quand même un engin qui est très intéressant et vous en conviendrez extrêmement utile sur le terrain militaire quand il s'agit de creuser des tranchées très rapidement. Les Ukrainiens n'ont que des pelleteuses ou des pelles. Alors ici, d'après Interesting Engineering, nous avons un nouveau Pantsir SMDE, la dernière contre-mesure russe contre les attaques de drones ukrainiens. La charge de munitions dans les guides du lanceur peut atteindre 48 missiles guidés antiaériens à courte portée ou 12 missiles guidés antiaériens standard. Donc ce nouveau Pantsir qui a été montré pour la première fois donc le 13 août va être bientôt déployé en Ukraine. Donc tout ça va encore avantager la Russie quant à la protection anti-drone qui est, comme vous le savez maintenant tous, extrêmement importante de nos jours. Et enfin, le Figaro International, brouillage et interception, le front invisible de la guerre électronique russo-ukrainienne. Ces savoir-faire techniques et opérationnels ne s'improvisent pas. Pour surmonter les défenses électroniques adverses, l'armée ukrainienne semble avoir fait le pari de la quantité plutôt que de la résistance au brouillage. Elle perdrait jusqu'à 10 000 drones par mois, victimes pour la plupart de la guerre électronique russe. Vous voyez, tout ça est très
importants pour la Russie, puisque ça permet, via ces innovations technologiques, qu'elles soient rustiques ou hautement sophistiquées, ça leur permet d'avoir un net avantage par rapport aux Ukrainiens sur le terrain militaire. Donc ça, à ne pas négliger, et tout cela contribue à redonner le sourire à certains blogueurs russes moroses quant à toutes ces attaques ukrainiennes en Russie. Alors maintenant, on va parler de l'Allemagne. Là, on a Euronews qui nous dit: la réduction de l'aide militaire allemande à l'Ukraine aura-t-elle un impact majeur sur Kiev? L'Allemagne a réduit de moitié son aide militaire à l'Ukraine pour 2025 par rapport à cette année selon son projet de budget de la nouvelle année. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bien sûr, je vous avais déjà parlé de cela, donc là c'est confirmé, mais vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent assidûment, il y a de cela pas mal de mois maintenant, je me souviens plus combien, je vous avais parlé de l'aide militaire réelle, je parle en matériel, qui avait été, on va dire, truquée. C'est truqué dans le sens qu'en réalité, par rapport à ce que dit l'Allemagne dans les médias, en réalité, l'Allemagne donnait à peu près un dixième de ce qu'elle promettait à l'Ukraine en matériel militaire. Donc je vous avais montré ça, des journaux comme Der Spiegel avaient eu l'inventaire exact de ce qu'envoyait l'Allemagne en Ukraine, et je vous avais montré cet article. Et là, bah, ça revient au goût du jour. Là, qu'est-ce que je vois là? Je vois dans RBC Ukraine, l'aide militaire à l'Ukraine ne répond pas aux attentes du gouvernement, selon le journal Bild. Vous voyez? Et ça, c'était il y a 4 mois. Le gouvernement allemand a déclaré que l'Ukraine avait reçu 28 milliards d'euros d'aide militaire. Or, selon le journal Bild, les chiffres montrent un montant nettement inférieur. Une partie des 6 milliards d'euros, environ 2,6 milliards d'euros, donc promis comme aide militaire à Kiev, ira à d'autres pays et au réarmement de la Bundeswehr. Donc il y a 2,6 milliards d'euros sur les 6 milliards d'euros promis qui en réalité iront à d'autres pays et au réarmement de la Bundeswehr. Donc ça rejoint ce que disait, alors là pour le coup, là c'est au niveau des finances, mais dans l'ancien article Der Spiegel que je vous avais montré, c'était au niveau du matériel militaire. Donc entre le matériel militaire qui est en réalité pas du tout conforme à ce qui est annoncé médiatiquement, plus les milliards d'euros qui ne sont pas du tout conformes à ce qui est dit médiatiquement quant aux aides réelles à l'Ukraine, bah vous mélangez les deux et ça donne une Allemagne en fait extrêmement hypocrite. Et attention, au niveau hypocrisie, on va aller un cran plus loin avec le coup des Nord Stream. Nouveau rebondissement concernant les Nord Stream. D'après les Échos, sabotage du gazoduc Nord Stream, l'Ukraine pointée du doigt par l'enquête allemande. La justice allemande a émis un mandat d'arrêt européen contre un moniteur de plongée ukrainien. D'après le Wall Street Journal, le président ukrainien Zelensky aurait approuvé puis annulé le projet de sabotage à la demande de Washington, mais son ordre aurait été ignoré. Ah, comme c'est ballot. Alors, je vous refais très vite la chronique des événements. Les Nord Stream ont explosé. Tous les doigts ont pointé sur les États-Unis, puisque Joe Biden, en public, à la Maison-Blanche, avait déclaré à au moins 2 reprises qu'il promettait que les Nord Stream allaient être détruits. Et il avait répondu à une journaliste allemande qui lui demandait: mais comment, monsieur Biden, allez-vous faire puisque c'est sur territoire allemand? Et Joe Biden avait répondu: ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on y arrivera. Ça, c'était Joe Biden, hein, donc en tant que président des États-Unis. Ensuite, il y a eu Victoria Nuland qui a renchéri en disant: oui, 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 on va s'occuper des Nord Stream. Bon, et aussi plus anciennement, il y avait Donald Trump qui avait dit lui aussi que les Nord Stream c'était quelque chose de pas bien
et que les États-Unis devaient faire quelque chose, mais ça s'était arrêté là sous Donald Trump. Mais bon, en attendant, il y a eu Joe Biden, il y a eu Victoria Nuland qui avait promis que... Victoria Nuland avait promis que les Nord Stream finiraient détruits au fond de la mer. Voilà, donc évidemment, ça a été filmé, donc il ne pouvait pas se dédire là-dessus. Mais après, on s'est dit, ah bah non, c'est quand même les Russes, parce que, bon, les Russes, hein, on est en guerre contre la Russie, hein, donc c'est les Russes, c'est les Russes. Et ensuite, la CIA a dit, ah, c'est l'Ukraine, donc sur un grand bateau, 6 personnes, dont une femme, et c'était l'Ukraine, et on pointait du doigt, à l'époque, même si c'est assez furtivement, Valéry Zaloujny. Et oui, parce que ça ne pouvait être qu'un État. Vous vous souvenez, à l'époque, on disait ça ne pouvait être qu'un État. Donc ça ne pouvait être que Valéry Zaloujny, puisque Washington insistait que Zelensky n'était pas au courant. Eh oui, il fallait quand même mettre de côté Zelensky, hein, qui était vu à l'époque comme un héros occidental absolument énorme à l'image de Winston Churchill. Donc Zelensky était intouchable. Donc c'était Zaloujny, mais qui a fait ça à l'insu de Zelensky. Malheureusement, donc fallait pas trop taper sur Valéry Zaloujny. Donc on l'a dit en passant comme ça dans les médias, mais vraiment très en passant de manière furtive. Et fallait surtout oublier l'affaire parce que Zaloujny était vu comme un héros national en Ukraine. Ah bah oui, c'est lui qui combattait la Russie à lui tout seul. C'était un véritable héros national et même dans l'Occident. Donc lui aussi était intouchable. Donc à partir de là, statu quo, et puis il y a eu le rapport de Seymour Hersh, et Seymour Hersh qui accusait nommément les États-Unis, mais aussi la Norvège, avec tout un tas de témoignages anonymes, bien évidemment, puisque les témoignages venaient de Navy Seals, qui avaient participé à ces énormes exercices entre la Norvège, la Suède, le Danemark et l'Allemagne, qui est un énorme exercice qui s'était tenu quelques mois auparavant, juste au-dessus des Nord Stream, avec un navire démineur US, avec des hélicoptères de tous ces pays-là. Et à partir de ce moment-là, Seymour Hersh a fait un rapport et il y a eu un des nageurs américains des Navy Seals qui, sous couvert d'anonymat, a dit ben voilà, moi je vous donne tous les détails de l'opération. Et Seymour Hersh en a fait un très grand rapport et là tout accusait les États-Unis. Et les États-Unis ont rebondi en disant ah ça y est, on a des preuves, c'est bien l'Ukraine. Voilà, donc c'est voilà. Et à partir de là, là on a l'enquête allemande. Dernier rebondissement qui met un mandat d'arrêt européen contre un moniteur de plongée ukrainien. Voilà, établi, voilà, donc moniteur de plongée, l'homme a été identifié comme étant un Volodymyr Zouralov de 44 ans par le journal suédois Expressen, membre du consortium d'enquête. Donc vous avez vu, là il y a des pays là-dedans, hein. Un Ukrainien établi à l'époque en Pologne, donc on a la Pologne, on a la Suède, ah oui, qui fait partie du membre d'un consortium d'enquête. Expressen, attention, voilà, et d'après tout ça, c'est un Volodymyr Zouralov de 44 ans, et donc c'est lui qui a fait exploser les Nord Stream, apparemment, donc d'après l'enquête allemande. Alors voilà, alors on vous donne quand même un petit historique, hein, quand même, hein. Bah oui, parce que les États-Unis avaient quand même nommément accusé l'Ukraine et de manière très puissante, hein, catégorique, hein. N'oublions pas les 6 membres sur ce bateau, dont une femme qui avait fait exploser les Nord Stream. Là maintenant, c'est un plongeur ukrainien de 44 ans. Là quand même, ça devient de plus en plus grotesque. Comment prendre les gens pour des imbéciles en espérant que ça fonctionne ? Parce que c'est relayé par les médias, alors ils croisent les doigts très fort.
Ah bah comme c'est relayé par les grands médias, ah bah on espère que les gens vont gober, hein. C'est à peu près la philosophie de Washington. C'est à peu près ça, hein. C'est vraiment risible. Et même pathétique, pourrait-on ajouter. Alors là, on a un article de Associated Press qui nous dit le Premier ministre indien propose son aide en tant qu'ami pour ramener la paix en Ukraine. Donc là, vous voyez Narendra Modi, Premier ministre indien, là qui revient de Varsovie pour aller à Kiev voir Zelensky. Bon, ce qui s'est dit avec le président Douda apparemment est totalement inintéressant. Et là, ce qui s'est dit avec Zelensky, de ce qui est ressorti des médias, c'est que c'était totalement inintéressant aussi. Alors bon, avant d'en parler plus en avant avec mon analyse, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de marqué d'intéressant. Selon les analystes, la visite de Modi en Ukraine pourrait être aussi une tentative de la part de ce dernier d'adopter une position plus neutre après ce qui a été perçu comme son penchant pour la Russie. Zelensky avait critiqué sa visite à Moscou en juillet lorsque Modi avait rencontré Poutine le jour où des missiles russes avaient frappé l'Ukraine tuant des dizaines de personnes. Zelensky a qualifié cette rencontre de grande déception et de coup dévastateur pour les efforts de paix. Il a également reproché à Modi d'avoir serré Poutine dans ses bras lors de leur rencontre. Mais vendredi, Zelensky a également serré Modi dans ses bras, mettant apparemment de côté ses critiques. Si l'Inde soutenait l'approche de l'Ukraine en faveur d'un accord de paix, elle pourrait augmenter les chances de Kiev d'obtenir davantage de soutien de la part d'autres pays du Sud global, c'est-à-dire des BRICS, où l'Inde reste le principal concurrent de la Chine en termes d'influence. Cela augmentera encore davantage la pression sur la Russie, a ajouté Boudanov, le chef du SBU. Alors moi je suis totalement d'accord avec ça, totalement d'accord avec cette assertion. Vu que de toute manière Modi n'allait pas changer la donne en Ukraine, cela ne pouvait être que pour apaiser Washington. Donc en gros, comme ces retrouvailles avec Poutine ont été beaucoup trop chaleureuses, beaucoup trop sincères, beaucoup trop amicales, cela a froissé énormément l'Occident et en particulier Washington. Or, Modi, voulant jouer sur tous les tableaux, un petit peu comme Erdogan en Turquie, eh bien, Modi, il a été en Ukraine pour dire à Washington, ce n'est que mon avis, mais j'en suis persuadé, et regardez, vous voyez, je suis Premier ministre indien, je vais en Ukraine, à Kiev, voir Zelensky, alors qu'il représente absolument rien pour moi, qu'il je n'ai aucun intérêt en Ukraine, mais absolument aucun, et pourtant je fais l'effort d'aller voir Zelensky. Vous voyez, voilà, il parle à Washington, vous voyez à quel point je fais des efforts pour essayer d'être bien avec vous aussi. Je vous fais plaisir, je vous fais une faveur à la face du monde. Voilà, c'est comme ça que je vois cette entrevue. Parce que, bien évidemment, ce qu'il en est ressorti de cet entretien, à part quelques petits contrats misérables économiques, d'agriculture, de petites choses complètement insignifiantes, Modi, voilà, est reparti comme ça, bredouille, et Zelensky est reparti bredouille aussi, comme c'était une évidence. S'il ne pouvait pas en être autrement. Il y a des liens très forts d'amitié entre Modi et Poutine qui remontent à plus de 20 ans. Ils se connaissent très bien, etc. etc. Bon, tout le monde en a suffisamment parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais en plus, l'Ukraine ne représente strictement rien pour Modi. Donc c'était qu'un geste diplomatique. Voilà comment fallait le comprendre. Autre chose qui n'est pas dit dans les médias, mais que moi j'ai lu dans des rapports ukrainiens, mais aussi dans des rapports russes, mais même dans des rapports ukrainiens. Et le rapport ukrainien que je vous parle, c'est d'Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky. Et que dit Arestovitch, mais aussi d'autres rapports russes, d'ailleurs ça a été dit aussi par Alexander Mercuris, une des grandes sources internationales en langue anglaise,
Eh bien, en fait, c'est que Modi, il a été, comme je viens de vous le dire, pour être ambassadeur de la paix entre Poutine et Zelensky. Donc il voulait quand même obtenir un petit quelque chose. Malgré tout, pour le prestige, ça aurait fait bien, même s'il n'y croyait pas vraiment, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il arrive à Kiev, mais le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu la grande offensive sur Koursk. Et ça a complètement détruit toute velléité de négociation avec Poutine, bien évidemment, comme j'en ai déjà longuement parlé. Poutine, peu après la grande offensive sur Koursk, il a dit d'ailleurs en chœur avec Shoigu et M. Lavrov, très officiellement, qu'il n'y aurait jamais de négociation avec l'Ukraine, que cela avait enterré les négociations avec l'Ukraine à cause de la grande offensive de Kursk. Bon, maintenant c'est peut-être des grands mots, parce que ça n'a pas été dit comme ça par Poutine, mais bon, c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Donc Modi, il est arrivé à Kiev, apparemment, d'après ce qu'on entend d'Aristovitch, d'Alexander Mercouris et d'autres, c'est qu'il était en colère quand il était arrivé à Kiev. C'est ce que les proches de Modi ont laissé fuiter, apparemment. Et donc ça détruisait tout pour parler de paix. Donc en gros, il vient, Modi, pour strictement rien. Parce qu'il vient après que Poutine ait dit que il n'y aurait pas de négociation avec l'Ukraine. Donc tout ça, c'est du battage médiatique qui n'a absolument aucun intérêt. Et tout ce qu'on peut en retenir, c'est que voilà, le seul avantage, et encore, parce que ça n'a pas été perçu comme ça par la Maison Blanche, c'est que pour Modi, le seul avantage, c'est de dire, regardez, je fais un effort pour toujours être bien avec vous, Washington. Mais apparemment, la Maison Blanche, d'après les bruits de couloir de la Maison Blanche, cette mascarade diplomatique n'a trompé absolument personne. Et apparemment, il y a eu des sanctions indirectes contre l'Inde, des sanctions économiques. Voilà, malgré tout, malgré sa venue à Kiev. Donc, Modi, à mon avis, il est reparti vraiment avec rien et il n'a trompé personne en réalité, hein, dans cette mascarade de diplomatie. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Modi à Kiev. Alors maintenant, on va passer aux informations générales. Associated Press, Poutine rencontre le président azerbaïdjanais à Bakou pour renforcer les liens alors que les tensions régionales persistent. Tensions régionales entre Azerbaïdjan et Arménie, bien évidemment. Donc effectivement, il y a des liens importants et comme le dit à la fin le président azerbaïdjanais, nous parlons de la possibilité de transporter 15 millions de tonnes de marchandises par an ou plus, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays ont franchi la barre des 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre la Russie et l'Azerbaïdjan l'année dernière, et aucun de nous ne pense que les choses s'arrêteront là. Ça, c'est important. Alors là, comme l'ai dit aussi, ce sont des liens très importants pour Poutine, et oui, effectivement, c'est un pays important pour Poutine. Et donc là, Washington est très en colère, ainsi que l'Union européenne, puisque l'Union européenne et Washington, en envoyant Ursula von der Leyen, il y a un moment déjà en Azerbaïdjan, pour avoir du gaz azerbaïdjanais, l'Union européenne et Washington pensaient que c'était un signe de rapprochement avec l'Occident, avec l'OTAN donc. Et au final, non, non, le président azerbaïdjanais a juste pris le contrat avec l'Union européenne pour des gains ponctuels et temporaires, c'est tout. Mais les liens entre l'Azerbaïdjan et la Russie se sont renforcés et vont encore se renforcer. De toute manière, c'est la stratégie de Vladimir Poutine depuis déjà très très longtemps. Ça fait une quinzaine d'années qu'il fait ses rapprochements avec les pays à sa frontière, justement au cas où il y aura un problème avec l'OTAN. Et ça marche, surtout que bien évidemment les pays du monde ne sont pas idiots.
ils suivent les informations comme tout le monde, en particulier les présidents satellites de la Russie. Quand je dis satellite, c'est pas péjoratif, c'est au niveau géographique. Et donc ils savent très bien ce qui se passe en Ukraine. Nul n'est dupe. Tout le monde sait que la Russie sera victorieuse, bien évidemment. Donc autant aller dans le camp du gagnant, bien évidemment. Donc ils ne se sont pas idiots, hein, tous ces pays-là. Ils vont, comme je viens de le dire, vers le gagnant, le futur gagnant, bien évidemment. Nulle surprise donc là-dedans. Alors là, je ne résiste pas à vous donner un dernier article de DPA International. La Lituanie fournit une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, a déclaré le dirigeant lituanien à Kiev. Donc là, vous voyez Madame le Premier ministre qui s'appelle Ingrida Simonite, je ne sais pas. Et donc, ce Premier ministre, qui est une femme, nous dit qu'elle va tout faire pour aider Kiev. Et mieux, attention, je cite, là, voilà ce qu'elle dit. La position de la Lituanie est bien connue et simple. L'Ukraine doit gagner, la Russie doit perdre, a-t-elle déclaré. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les Lituaniens. Un référendum indépendant. Bon, évidemment, on peut toujours rêver. Pourquoi je dis ça? Ben, la Lituanie, c'est un pays qui est relativement pauvre. Il y a un taux de pauvreté de 23% environ. La France, 13%. Donc, la Lituanie manque énormément d'argent et je viens de vous donner les chiffres de pauvreté. Hein, c'est assez costaud quand même, hein, 23%. Avec environ 7,5% de chômage. La Lituanie a des gros problèmes financiers. Et pourtant, le peu qu'elle a, elle va le donner à Kiev. Voilà. Donc là, je vous lis vite fait, hein, vraiment, je survole. A déclaré que la Lituanie fournirait 35 millions d'euros pour l'achat d'équipements de radar, détection de mines. Voilà, voilà, bon, etc., etc. Donc, une dernière chose, je ne l'avais pas vu. La Lituanie est l'un des pays qui soutiennent le plus l'Ukraine. Rien qu'en mai, elle a fourni une aide militaire d'une valeur de 640 millions d'euros. Uniquement en mai. En mai. 640 millions d'euros. C'est absolument colossal. L'article est du 24 août. Hein. Voilà, alors j'ai pas résisté à vous montrer ça. Vous voyez un pays qui se sacrifie, pas parce que la Lituanie le voudrait, bien entendu, mais parce qu'on lui force la main, bien évidemment. Là, ce Premier ministre, c'est exactement comme le chef d'État en Moldavie, en Lettonie, en Norvège, en Suède, etc. Allemagne, France, Royaume-Uni. C'est-à-dire, c'est une esclave de Washington. Elle ne fait qu'obéir. N'importe quel chef d'État saint d'esprit ne donnerait pas tout à Kiev pour une guerre qui ne la regarde absolument pas. Et je dis bien absolument pas. Le fait de penser que la Lituanie soit envahie demain par la Russie est absolument ridicule. Tout comme la Finlande, qui a sacrifié une énorme partie de son économie, en principalement touristique, mais aussi commerciale, avec plein de contrats qui avaient été signés, elle a sacrifié tout cela, la Finlande, sur l'autel de la peur que cause la Russie à la Finlande, sous l'autel de la peur. Vous voyez ce qu'on est capable de faire avec ce prétexte de la peur. On peut tout faire, c'est comme le Covid en France et dans les pays occidentaux. Avec la peur, on peut faire accepter énormément de choses à sa population. Et bien là, une population qui a énormément de dettes, qui a un énorme taux de pauvreté, eh bien donne tout, entre guillemets, bien sûr, c'est une image, à Kiev. C'est absolument honteux pour les pauvres Lituaniens qui n'ont absolument rien demandé. Enfin, dernier article avant la conclusion, l'Ukraine va-t-elle interdire l'Église orthodoxe en août 2024?
certains utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir interdit le christianisme en Ukraine. C'était au 21 août 2024. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La Rada, le Parlement ukrainien, a effectivement officiellement banni l'Église orthodoxe, mais seulement l'Église orthodoxe liée à la Russie. Alors évidemment, c'est d'une mauvaise foi absolument terrible. Alors bon, pour finir sur les considérations techniques législatives, ça a été voté par la Rada, certes, mais ça n'a pas été encore signé par Zelensky. À mon avis, ça ne saurait tarder. Ça veut dire que cette loi n'est pas encore complètement adoptée. Mais bon, en attendant, des églises orthodoxes en Ukraine depuis 2 ans et demi même, j'ai envie de vous dire, moi j'ai vu des persécutions de l'église orthodoxe depuis 2015 en réalité, des chapelles brûlées, des églises brûlées, orthodoxes bien entendu. Depuis 2015, c'est comme ça. Sauf que depuis environ 1 an et demi, à peu près 2 ans, cela va crescendo et il y a une persécution terrible de la chrétienté orthodoxe en Ukraine. Absolument terrible. Donc rien de surprenant. Sauf que là, c'est voté officiellement. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura une vraie interdiction dans toute l'Ukraine de l'Église orthodoxe? Je ne le pense pas, puisque cela mettrait en émoi toute la communauté internationale. Mais en attendant, vous voyez, ça avance. Et de toute manière, dans les faits, c'est ce qu'ils font déjà. Il y a des prêtres orthodoxes qui ont été arrêtés, ou surveillés, ou même torturés. Dans plusieurs points sur l'Ukraine, je vous ai montré des exemples. Et les plus grands exemples que je vous ai montrés, il y a de cela, bon, bien des mois certes, c'est quand il y a eu tout un village qui a fait barrage devant les portes d'une petite église parce que des hommes du bataillon Azov voulaient mettre le feu à cette église. Et c'est tout un village qui s'est mis devant et il y avait les caméras. Et comme il y avait les caméras, eh bien voilà, ils ont dû laisser tomber. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc là, c'est tout un village qui a défendu sa petite église et ça a été filmé, je vous l'ai montré. Donc, et ça, c'était des mois avant ce vote. Donc vous voyez, ça c'est de la pure hypocrisie. De toute manière, l'Ukraine n'interdit pas officiellement, mais il persécute énormément l'Église orthodoxe parce qu'il pense que c'est un lien avec l'Église orthodoxe de la Russie, avec Vladimir Poutine, avec Kirill. Bon, voilà où on en est dans le ridicule et une russophobie complètement grossière et primaire. Je trouve ça absolument terrible. Alors évidemment, c'est poussé par les groupes néo-nazis, parce que Zelensky en lui-même, il n'avait pas les tripes de vouloir faire ça. Je connais un peu Zelensky avant qu'il soit élu. C'était plutôt quelqu'un d'assez gentil, qui avait des mœurs un petit peu déviantes. Mais il n'était pas méchant comme homme d'après les interviews que j'avais pu voir depuis 2015. Donc bref, lui il n'aurait pas eu la tripe de faire ça. Ça c'est les groupes néo-nazis qui font pression sur lui. Hein, parce qu'il faut connaître le contexte, comment Zelensky a pu garder le pouvoir et qu'il n'ait pas été mort pendu dans une avenue de Kiev, hein, comme le dit le bataillon Azov, qui fait des grosses menaces sur lui. Bref, donc tout cela est absolument affligeant et faut espérer que cela ne durera pas après la victoire russe en Ukraine. Alors que peut-on dire de toutes ces inquiétudes que ressentent certains blogueurs russes, certains médias russes? Ben, ils jouent à se faire peur. Et en plus, ça a toujours existé, ces inquiétudes. Moi, je les ai vues dès les premiers mois de l'opération militaire spéciale. Voilà, il y a la moindre anicroche de l'armée russe, ça y est, c'était une catastrophe.
etc. Et là, on parlait du front, hein, on parlait pas de coups d'épingle d'attaque ukrainienne en Russie. Là, on parlait du front, hein, beaucoup plus important, hein. Les blogueurs russes et certains médias russes étaient très inquiets. La Russie attaquait avec environ entre 130 000 140 000 hommes à peu près, et l'armée ukrainienne, elle était 3 fois plus nombreuse au début de la guerre. Donc forcément, ça inquiétait beaucoup plus que maintenant. Donc là, c'est des inquiétudes qui sont apparues sur en Russie. Voilà, je me devais de vous en informer par souci d'honnêteté, hein, parce que bon, bah, en Russie, tout n'est pas rose non plus, hein. Il y a des inquiétudes, même parfois très légitimes, de la part des Russes. Mais en tous les cas, en réalité, tous ces coups d'épingle en Russie, bah, ne sont que des coups d'épingle. Ça va rien changer quant à l'opération militaire spéciale, ou que certains pourraient appeler de véritable guerre, peu importe le terme. Donc, bref, ce sont des inquiétudes, elles sont là, bien sûr, mais bon, je vous ai montré le reste. Je vous ai montré les innovations technologiques russes. Je vous ai montré quand même dans la première partie de ce point sur l'Ukraine, ben, l'avancée russe qui est absolument inexorable et implacable. Je vous ai montré l'article du New York Times qui pourtant, peu après cette grande offensive ukrainienne, avait déclaré que ben, cette grande offensive avait déjà été stoppée net par l'armée russe quelques jours après. Le New York Times. Je vous ai montré l'article de Forbes qui vous dit que l'armée ukrainienne subit des dégâts énormes en véhicules blindés et donc, par voie de conséquence, en hommes. Hein, les véhicules blindés ne sont pas vides, hein, je tiens à le rappeler. Donc tout ça devrait les rassurer, hein, en temps normal. Mais bon, évidemment, il y a aussi la propagande occidentale qui pénètre en Russie, bien sûr. Elle n'est pas arrêtée. Voilà, donc il y a des canaux Internet majeurs, et dont le Moscow Times, hein, qui est le premier canal occidental en Russie pour la propagande. Bref, donc on en est là. On en est là. Donc malgré tout, on a des grands journaux, principalement américains. Évidemment, c'est pas trop les journaux européens, peut-être à part les journaux allemands. Mais à part les journaux allemands en Europe, il y a une désinformation absolument totale et une propagande absolument totale. Donc il n'y a que les journaux américains, dans leur grande majorité, et asiatiques, bien entendu, qui donnent des infos plus ou moins vraies. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc en gros, cette grande offensive ukrainienne est un véritable désastre en réalité, avec déjà plus de 5000 morts et blessés côté ukrainien, environ 70 chars immobilisés ou détruits. Bon, ça, si on en croit les chiffres russes, mais j'ai pas de raison d'en douter. En tous les cas, voilà, c'est une véritable catastrophe. Donc ces inquiétudes, en réalité, n'ont pas lieu d'être. Il y a un effet de zoom, un effet grossissant à cause des médias occidentaux qui, bien évidemment, jouent leur rôle de propagande, à l'extrême, certes, mais cette propagande, on ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Bien sûr qu'elle fonctionne. N'oublions pas que là, on parle de tous les médias occidentaux qui fonctionnent de concert. Ne l'oublions pas. Alors, il y a quelques exceptions, et je vous montre les articles, mais à 98%, voilà, c'est la propagande que l'on voit dans les médias occidentaux. Et bien entendu, ça infuse dans la société russe. Les Russes voient les médias occidentaux comme tout le monde, bien évidemment. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces inquiétudes, mais ces inquiétudes devraient être balayées par la réalité du terrain, au niveau du front. Et au niveau du front, les Russes avancent absolument inexorablement. On a un général Sierski qui parle de capitulation, si l'on en croit cette députée de la Rada. Et
quelques semaines auparavant, on a Zelensky qui dit qu'il est prêt à céder les territoires conquis par les Russes, mais ce ne sera pas de son fait. Ce sera une décision du peuple ukrainien. Ça, c'est les mots de Zelensky. Ne l'oublions pas. Alors ensuite, on a Sierski qui dit je vais peut-être capituler. Vous vous doutez bien que le gouvernement de Kiev sait très bien où va sa destinée. Ça va vers une défaite qui est absolument évidente, absolument évidente. Donc il y avait tous ces éléments à souligner. Et j'arrête là pour éviter que la deuxième partie et dernière partie soit trop longue de ce point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.